En se documentant notamment sur Internet, qu'on a découvert une superbe lutte. Il y en a plein chez nous aussi, des luttes. Mais parfois c'est bien aussi d'avoir le vent d'au-delà des frontières qui nous contamine. Et donc cette superbe lutte dont Anne-Sophie va nous parler ce soir, et donc Anne-Sophie est porte-parole d'un collectif de grévistes, et donc sans dévoiler beaucoup sur votre lutte, Anne-Sophie, quand même signaler que ce qui est impressionnant, c'est qu'en fait au départ ce sont 13 personnes, c'est-à-dire vraiment pas beaucoup, qui ont réussi à obtenir des avancées significatives après 117 jours de grève, donc une fameuse action, et qui ont réussi à faire plier un patron capitaliste qui est la 300, enfin genre dans le... Voilà, 400e fortune de France, donc qui ne s'ennuie pas, alors que les travailleurs et surtout les travailleuses, parce qu'on peut dire que c'est un combat de femmes. Oui. Alors est-ce qu'on peut dire que c'est un combat féministe? Ça tu nous le diras. Mais en tout cas qui allie les solidarités, comme on essaye de le faire au MOC, les combats, les luttes et les préoccupations des travailleurs et des travailleuses du secteur avec les préoccupations et les luttes des familles, voire, pourquoi pas, des résidents. Enfin, je suppose que c'est quand même un peu plus compliqué. Juste donner 2 chiffres sur la question de la commercialisation et des bénéfices plantureux, on peut le dire, qu'on peut se faire grâce aux maisons de repos. Donner juste 2 chiffres. Orpea, qui est un des grands groupes dans lesquels notamment Nathalie et Volsec ont mené une lutte aussi exemplaire il y a 3 ans maintenant, 2 bonnes années, voilà. Et donc il y a des implantations notamment en Belgique et en France. Ils ont réalisé en 2015 153 millions d'euros de bénéfices. Et donc, grâce notamment à la pression, enfin à des salaires merdiques, à des situations de travail exécrables, et par ailleurs à des frais de résidence qui sont élevés. Un autre chiffre, le premier groupe européen de maisons de repos, le groupe Corian, qui en 2016, en France, grâce à la baisse de l'impôt sur les sociétés, si ça évoque des choses pour les Belges, c'est pas plus mal, a pu doubler son bénéfice. Voilà, donc on voit quels sont les intérêts des politiques menées en faveur de qui elles se mènent, pas nécessairement, en tout cas pas, certainement pas en faveur des travailleurs et des résidents. Voilà, donc je remercie Anne-Sophie qui vient de loin, relativement loin, plus de 5 heures de train pour venir nous expliquer sa lutte. Et donc je vous propose de lui donner la parole pendant une 40aine de minutes, et puis alors on aura l'occasion de débattre avec elle de sa lutte. Merci. Anne-Sophie, à toi. Bonsoir à tous. C'est surprenant et j'ai toujours la même émotion quand on me dit merci. Mais c'est à moi aussi, Myriam, de te remercier de m'inviter ce soir. Merci José pour son accueil et son hébergement adorable et sa visite de Bruxelles. Voilà, parce que j'ai encore, même si nous avons fait 117 jours de grève, j'ai un peu de mal encore à ce qu'on vienne me dire merci. Alors je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Parce que je vais vous raconter l'histoire de 117 jours de grève en essayant d'être quand même assez succincte, sinon on pourrait être là jusqu'à demain matin. Et je ne pense pas que ce soit faisable. Pourquoi on a commencé à se mettre en grève? Alors au départ, je vais me présenter. Je suis aide médico-psychologique dans un EHPAD privé à but lucratif. C'est-à-dire que... Donc EHPAD, c'est maison de repos et de soins. Pardon, voilà. Maison de repos et de soins. Donc on est médicalisé. À but lucratif, donc vous dites vous commercial, je crois que c'est comme ça que vous utilisez le terme. C'est-à-dire que les résidents payent un loyer très cher, à peu près là où on est, 2 700 € par mois. Ce qui est énorme par rapport aux pensions françaises. Hein. Et ce qui veut dire tout simplement qu'à un moment donné, ça va être très dur, et je vais employer des mots très durs, mais c'est ce qui nous a fait nous mettre en grève. Ils font des plans d'amortissement sur leur mort. Et j'utilise volontairement cette image-là. Parce qu'un plan d'amortissement sur leur mort, c'est-à-dire que nos personnes âgées aujourd'hui sont obligées de vendre leurs biens, hein, pour lesquels ils ont travaillé et ils ont économisé toute leur vie. Ils sont obligés de vendre leurs biens parce qu'ils sont plus en capacité de rester chez eux, ils sont plus assez autonomes pour intégrer des maisons de repos avec soins parce qu'ils n'ont pas le choix. Et les loyers étant tellement chers, ils font des divisions très simples, c'est-à-dire combien j'ai vendu ma maison, combien me coûte le loyer, donc ça veut dire que j'ai combien de temps à vivre sans que mes enfants mettent la main à la poche.
Aujourd'hui, c'est la situation en France. Mais c'est aussi, je pense, la situation en France. Voilà. C'est un petit peu moins. Alors pourquoi est-ce qu'on s'est mis en grève? La genèse de la grève, c'est qu'à un moment donné, on a fait un arrêt sur image et on a regardé un petit peu nos rétroviseurs de conscience. Nous sommes des soignants. Un soignant est là pour prendre soin des autres. Maintenant, quel sens on veut donner aux soins? Est-ce qu'on veut le réduire à de la technicité, qui est de la technicité, je dirais, d'une qualité non aboutie, sans humanité? Ou est-ce qu'on veut apporter aussi aux soins toute cette part d'humain qui est essentielle dans la relation avec nos personnes âgées qui n'aspirent qu'à des repères? Aujourd'hui, le 3 avril, quand nous avons commencé notre grève, on a fait des divisions toutes simples. C'est-à-dire combien de temps nous avions pour faire une toilette à une personne âgée. Une toilette, ça signifie, pour ceux qui sont soignants, lever la personne âgée, l'emmener aux toilettes, la déshabiller, lui faire sa toilette, la rhabiller, l'installer à table pour le petit déjeuner et refaire son lit. Ça fait quand même 7 choses à faire qui sont essentielles et fondamentales. On avait, le 3 avril, 15 minutes pour faire tout ça. 15 minutes. Donc, avec des personnes âgées qui sont difficilement mobilisables, hein, puisqu'ils ont ils sont comme tout le monde, hein, je veux dire, ils ont de l'arthrose, ils sont de plus en plus dépendants, parce qu'ils arrivent en EHPAD aujourd'hui de plus en plus dépendants. Et donc, on s'est dit, là, ça va plus du tout. C'est pas comme ça qu'on veut faire notre travail. Donc, la seule possibilité qu'on a pour faire entendre nos voix de soignants, mais surtout ces voix silencieuses que sont les personnes âgées, c'est de se mettre en grève. On s'est mis en grève. On a amené un préavis de grève à notre direction par moralité, parce que nous, dans le privé à but lucratif, on n'était pas obligé de faire un préavis de grève. Et parce que il est très difficile pour des soignants, et je pense que ça c'est une cause majeure du fait qu'on a du mal à mobiliser les gens, il est très difficile pour des soignants de ne pas porter cette culpabilité quand on se met en grève. C'est-à-dire que quand on se met en grève, qui va s'occuper de nos anciens? Alors à ça, vous inquiétez pas, on a des directions qui sont fantastiques, mais fantastiques. Si elles n'ont pas les possibilités de vous remplacer quand vous avez de l'absentéisme, quand vous êtes en grève, ils trouvent toutes les possibilités possibles et inimaginables pour vous remplacer, et même en sureffectif. Voilà, donc on a commencé en grève à 5, pas tout à fait 13, 5. Et puis, ils ont bien rigolé, hein. Ils ont vraiment bien rigolé, ils nous regardaient derrière les fenêtres et puis ils disaient « Oh, elles sont 5, elles ne vont pas rester longtemps dehors. Dans une semaine, c'est plié. » Sauf que, nos collègues de nuit se sont dit « Tiens, les copines, elles se mettent en grève. Si on allait les rejoindre, venez. On prend tout le monde, on accueille tout le monde. » Alors finalement, on est monté à 13, comme ça. Et on a par contre voulu protéger nos collègues qui étaient en contrat à durée déterminée. On leur a dit ne venez pas faire grève. Vous nous soutenez si vous voulez, vous portez des brassards si vous voulez, mais ne venez pas faire grève parce qu'on ne vous renouvellera pas vos contrats. Et malheureusement, dans les maisons de retraite, les contrats à durée déterminée sont encore majoritaires. On a certaines collègues qui sont venues nous soutenir aux manifestations et qui ont vu leur contrat non renouvelé. Alors là, c'est pareil, là, les directeurs, ils trouvent toutes les excuses possibles et inimaginables. Hein. Non, votre contrat est terminé, sauf que le problème, c'est que la collègue, elle s'est fait prendre en photo par le journal local à la manif. Bon, après, c'est compliqué à prouver, puisque le droit, c'est comme ça. Donc, on était 13. Au bout de 3 jours, on était 13. 13 sur combien? 46. Et puis, on s'est dit, pas de grève, pas de salaire. Parce que nous, en France, quand on fait grève, on n'a pas de salaire. Et on n'a pas de caisse de grève. Donc, si on veut minimiser les pertes de salaire, il ne faut pas rester les fesses assises sur ses chaises. Le piquet a été monté 117 jours, tous les jours, du lundi au dimanche, de 7h à 18h. Et si même vous voulez une anecdote, même nos facteurs, à un moment donné, nous amenaient notre courrier directement au piquet de grève. Ils ne mettaient même plus dans nos boîtes aux lettres de nos villages. Ils les amenaient directement au piquet de grève. Bon, c'était des femmes souvent, donc c'est peut-être pour ça. Voilà, donc c'est vraiment 117 jours de piquet monté de 7h à 18h.
Et si vous voulez, à un moment donné, la grève est devenue non pas des individus en tant que tels, la grève est devenue un collectif. C'est-à-dire que la grève était une personne à elle toute seule. Et pour qu'une personne puisse vivre, eh bien, il faut qu'elle puisse manger, et puis il faut qu'elle puisse avoir de l'argent, et puis il faut qu'elle ait des valeurs et savoir ce pourquoi elle se bat. Alors pour manger, nous avons eu tout le long de la grève, et ça m'émeut encore parce que c'est exceptionnel, on a eu une solidarité citoyenne, je crois que vous ne pouvez même pas imaginer. Même pas imaginer. On a vu des gens arriver avec des sacs de courses complètement pleins. On a vu des gens nous amener des soupes. On était emmaillotés dans nos couvertures et des gens nous amenaient des soupes. Des brioches, des croissants. Et on n'a jamais eu rien à manger sous le piquet de grève. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, eh ben, on s'est bougé les fesses. C'est-à-dire que on a pris nos téléphones et puis on a appelé les entreprises locales, les entreprises départementales. Et puis on a dit, voilà, on est en grève, ça fait tant de jours. Au bout bon, on ne l'a pas fait tout de suite, hein, parce qu'on s'est dit, ça va peut-être pas durer longtemps non plus, donc on ne l'a pas fait tout de suite. Mais quand ça commence à faire 3 semaines de grève, on se dit, là, on commence vraiment à perdre beaucoup en salaire. Donc à partir de 3 semaines, on a pris nos téléphones et puis on a dit, écoutez, même les patrons, hein, écoutez, les gens... on est en grève, ça fait 3 semaines qu'on est en grève, on est majoritairement des femmes, il y avait un garçon. Est-ce que vous voulez nous aider? Est-ce que vous voulez faire un don, participer à notre caisse de grève? Alors c'était une petite caisse qu'on avait sur la table et on l'avait appelée Solidarité Soignant. Et même les citoyens, quand ils s'arrêtaient pour nous donner quelque chose à bouffer, eh ben, on avait des gens qui, on voyait très bien qu'ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Et combien de fois on s'est dit, mais merde quoi, c'est peut-être leur billet qui allait faire finir leur fin de mois. C'était des fois 5 euros, 2 euros, 1 euro. Mais au vu du nombre de personnes qui s'arrêtaient, au bout d'un moment, ça fait énormément d'argent. Énormément d'argent et ça nous a permis de ne pas perdre de salaire. Nos 4 mois de salaire ont été payés par la solidarité. Et vous avez encore dégagé... Et on a encore 8 000 euros de reste. Vous voyez? Chose aussi importante, c'est que quand on a commencé la grève, personne n'était syndiqué. Voilà. On s'est syndiqué au fur et à mesure. Et aussi, il y avait notre délégué du personnel qui était syndiqué. Déjà, il ne fallait pas être syndiqué avant. Mais, voilà. Comme quoi, c'est possible. C'est possible. Donc, on continue à 13 pendant un petit moment, comme ça. Et puis, on continue à faire des actions. Alors, on a fait des actions très sympas. Et en plus, qui sont exceptionnelles dans les souvenirs qu'on peut en garder, puisqu'on a organisé un concert de soutien. Alors, on s'est débrouillé pour avoir des salles gratuites, des groupes qui sont venus jouer gratuitement. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a eu du soutien des familles. Et ça, c'est important. Par exemple, à ce concert de soutien, les familles nous ont fait des tartes, des pizzas, des choses comme ça, pour qu'on les vende, pour nous faire des sous. Ce concert de soutien nous a ramené à peu près, je crois dans mon souvenir, c'était de l'ordre de 3 500 €. Vous vous rendez compte, ça faisait 3 salaires payés en une soirée. Donc on s'est bougé, on n'a pas fait que ça. Sur le piquet de grève, on avait des discussions des fois qui étaient philosophiques pour savoir quelle stratégie on allait mettre en place. Et comme nous étions des primipares de la grève, au départ les stratégies, on a tout fait à l'instant. Quand les syndicats ont commencé à nous dire les stratégies, on va essayer de mettre des stratégies en place. Ah oui, mais pour l'instant ça fait 1 mois, mais nous on a fait à l'instant. Voilà, le syndicat local nous soutenait bien, qui était là, et puis on a tracté, je ne sais pas combien de tracts on a donné. On est allé voir les gens, on est allé dans les rues de Dole. Alors je vais vous faire rire, on est allé aussi, comme c'était Pâques, et les rameaux, on est allé à la messe. Ça, c'est le pire, quoi. Mais comme pour la première fois que c'était, enfin, comme les copines, enfin toutes, c'était notre première grève. Pour certaines, dont je faisais partie, c'était la première fois qu'elle allait à l'église. C'est aussi la première messe.
C'était ma première messe. J'ai pleuré comme une madeleine. Et les copines, pareil. Donc imaginez-vous, on avait des chasubles. Imaginez-vous dans une très belle église qui s'appelle la Collégiale à Dole, qui est magnifique. La collégiale. Notre copine nous avait fait des chasubles avec ce qu'elle avait pu. Et dessus, elle avait mis du papier. Alors c'est des anecdotes, mais parce que voilà, du papier cadeau. On a fait avec les moyens du bord. Hein. Donc quand on se déplaçait, imaginez le bruit du papier cadeau. Dans l'église. Pendant que le curé racontait ce qu'il avait à raconter. J'ai appris ce que c'était que de faire la paix du Christ ce jour-là. Mais nous, on était pareil. C'était amusant parce que... Amusant. Parce qu'on était lancés, nous, dans l'église. On allait serrer les mains, on allait... Puis à un moment donné, on s'est retournés. On était 4 couillonnes avec nos paquets cadeaux qui faisaient un bruit pas possible, soignés en grève. Et puis on était les seuls debout. Donc on s'est dit, on va être retournés à nos places quand même. Bon, je pense qu'on nous a assez vus. Et le curé a eu un mot pour nous, pour ses paroissiens, en disant, écoutez, plutôt que la quête de la messe, dehors, il y a des femmes qui se battent. Et elles sont sous le parvis. Et si vous voulez leur donner quelque chose, parce qu'elles se battent pour nos anciens, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Donc je crois que la quête ce jour-là de l'église a été plus petite, parce que nous, derrière, les gens sont venus nous mettre des sous sous le parvis. Et ça a permis aussi de populariser le mouvement. Or, je parle de l'église parce que, voilà, c'est une anecdote qui, moi, m'a touchée beaucoup, parce que... Et puis on a recommencé, alors là c'était pour les rameaux, on a recommencé à Pâques, et là on a fait les 3 églises. Voilà. On a fait les 3 églises. Donc ça c'est des choses qui sont exceptionnelles, et ce sont des souvenirs qui sont, mais je pense que je les aurai à vie, à vie. Et puis on avait quand même aussi, bon, tout n'est pas rose dans la grève, là je vous donne des trucs très amusants, mais tout n'est pas rose non plus dans la grève. Parce que, c'est ce qu'on disait ce matin, vos collègues, qu'ils fassent grève ou qu'ils ne fassent pas grève, ne sont pas vos adversaires. Ce ne sont pas vos collègues, vos adversaires. Qu'ils fassent grève ou pas grève, vos adversaires, ce sont vos directions. Et ça, c'est important. On peut ne pas avoir les mêmes idées avec ses collègues, les mêmes valeurs, on peut même ne pas être dans le même syndicat. Ça se peut. Mais ce n'est pas votre collègue, votre adversaire. C'est votre direction. Parce qu'en fait, si votre collègue il est comme ça, c'est parce que c'est votre direction qui a fait qu'il est comme ça. C'est compliqué. D'accord? Et ça, nous, on a toujours dit, on ne coupe pas des têtes de collègues qui ne viennent pas faire grève et qui auraient pu. Mais par contre, on va essayer de les amener à nous. Donc on a continué comme ça, à 13, pendant 2 mois à peu près, 2 mois et demi. Et la direction nous a quand même fait des sales coups. Ça, je ne vais pas vous le cacher. Il y a eu une rumeur comme quoi... Alors, en rumeur, il y a eu tout et n'importe quoi. Ça s'est passé qu'au départ, c'était une rumeur. Les familles ont été appelées la veille pour leur dire demain, vos parents seront transférés dans un autre établissement. C'est-à-dire qu'ils étaient hospitalisés. Donc les familles sont arrivées le lendemain matin au piquet, mais affolées, en nous disant, mais qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? Et même nous, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reprend le travail? Et c'est encore dur d'en parler parce que quand je vous en parle, moi j'ai encore les images. J'ai encore les images. Et c'est très dur. Et quand je vois Maria ce matin, je comprends son émotion de ce matin. Parce que les images des ambulances qui défilent dans la cour de l'établissement, les unes après les autres, et même des fois, c'était une file indienne. On se dit, ils n'ont même pas eu la décence de faire venir les ambulances à des horaires décalés pour que nos personnes âgées ne voient pas celles qui allaient rester. Et ce qui a été encore plus indécent, nous, on nous demande en tant que soignants d'avoir des discours adaptés, de faire attention. Moi, vous ne m'entendrez pas parler, vous ne m'entendrez pas dire des vieux. Ce ne sont pas des vieux, ce sont des personnes âgées. Vous ne m'entendrez pas parler de couches, vous m'entendrez parler de protection. Parce que la maltraitance, elle commence là, dans le langage. Dans le langage. Et notre direction a dit, alors on va quand même remettre les choses dans leur contexte, ce sont des personnes âgées qui ont connu la guerre. Notre direction a dit à des résidents âgés qui s'inquiétaient, vous n'êtes pas sur la liste
où vous êtes sur la liste. Déjà, le mot liste. Mais dans l'indécence, on fait pire. Dans le langage. C'est-à-dire que une famille va voir la direction et la direction lui a répondu « Ne vous inquiétez pas, c'est que le premier convoi. » Vous voyez jusqu'où va l'indécence. Le premier convoi. Donc, je sais pas, ça rappelle des moments sombres de l'histoire que tout le monde a bien conscience. Voilà comment on parle à des personnes âgées aujourd'hui. On a des personnes âgées qui ont voulu venir nous soutenir. On leur a dit non. Moi, aujourd'hui, je dis que dans certains EHPAD privés à but lucratif, c'est pire que des prisons. C'est pire que des prisons. Les personnes âgées ont une privation de liberté. Vraiment. Et c'est gravissime. Gravissime. Parce qu'ils ont le droit de circuler. C'est pas parce qu'ils sont âgés qu'ils n'ont pas le droit. Donc on continue. Et ça, je l'écris dans le livre, c'est un peu dur, donc je ne répéterai pas la phrase parce que ça me touche vraiment beaucoup. Mais on pourrait presque employer le mot rafle. Oui. Et ça, c'est raide. Je vous assure, même encore maintenant, c'est raide. Parce que moi, je les ai vus, les ambulances, passer les unes après les autres, avec des gens dedans, à cause de notre grève, à cause de nous. Et on a continué, malgré tout, à faire grève. On s'est dit, on reprend ou on arrête. Parce qu'à un moment donné, dans quelle mesure notre grève était morale? Parce qu'on faisait partir des gens. Et on a continué. On était à 2 mois. On a dépassé ça. Parce que les familles nous ont aidés. On a dépassé ça. Mais il y a des collègues qui, elles n'ont pas pu le dépasser, ça. Et il y en a qui ont démissionné pendant la grève. Il y en a qui ont repris le boulot. Parce que ce sentiment de culpabilité était trop raide. C'était trop dur. Et on a continué notre grève finalement à 7. À 7. C'était dur. Les coups ont continué à venir. Et on a continué à se battre. Parce qu'on était persuadés que ce pourquoi on se battait était plus important que nos propres individus. On s'est battu pour la prise en charge des personnes âgées, aujourd'hui. Et c'est un combat que je continuerai à mener parce que les personnes âgées sont notre patrimoine à tous. Et on a arrêté de se battre pour des questions salariales. C'était pas finalement la finalité de notre grève. On s'est battu pour avoir du personnel supplémentaire. Du personnel supplémentaire pour pouvoir prendre le temps avec eux. À 2 mois de grève, on ne les avait pas encore. Et puis, malgré tout, on se disait, on va se battre aussi pour une prime de dimanche. Pour que ces hommes et ces femmes qui travaillent le dimanche puissent avoir des salaires dignes et corrects. Parce que la reconnaissance du travail, elle passe par là aussi. Et de toute façon, on en était déjà à 2 mois, on se disait, on n'a pas grand-chose à perdre, hein, on continue. On refaisait l'état de revendications et puis les décisions étaient prises collectivement. Il n'y a jamais eu de chef dans la grève. Jamais. Toutes les décisions étaient collectives. Et chacune, ça s'est vraiment fait naturellement. Chacune a trouvé sa place pour faire une seule et même personne, un seul et même collectif. On a fait des choses qui auraient pu être illégales. C'est-à-dire qu'on a bloqué notre directeur. Mais c'est illégal, la séquestration est illégale. Bon, on ne l'a pas séquestré longtemps, on l'a séquestré 2 heures. Puis on ne l'a pas séquestré en fait. Il ne faut pas exagérer non plus. On s'est assise devant le portail. Et on ne voulait pas se lever, c'est tout. Il n'allait pas jouer au quilles avec sa voiture. Hein? Donc on ne voulait pas se lever. Et forcément, alors on a eu les gendarmes, on a eu l'huissier, on a tout eu. Tout. On avait d'ailleurs lié presque d'amitié avec l'huissier à force. Hein. Ouais, on a presque lié d'amitié avec l'huissier. On lui a dit, au vu du nombre de constats que vous avez fait,
peut-être que vous pourriez participer à notre caisse de grève, un petit pourcentage, on vous fait travailler. On a beaucoup d'humour, hein. Mais non, il n'a pas voulu. Il n'a même jamais voulu un café. On a eu aussi les renseignements généraux. Tous les jours. Moi, je vous raconte un peu des trucs rigolos aussi, parce que sinon, c'est pas marrant. Il n'y a pas que des choses difficiles. Heureusement, sinon, on n'aurait pas tenu. On a eu tous les jours les renseignements généraux, et j'en parlais, je vais vous raconter aussi une anecdote. Ils venaient nous voir au piquet tous les jours parce qu'ils venaient prendre la température. C'est vrai que cette bonne femme, sous un petit volis, à un piquet de grève, en face d'un rond-point avec un bois d'escargot, on faisait un bazar phénoménal. Mais phénoménal. Donc, ils venaient prendre la température. Ils avaient droit à leur petit café tous les matins. Et puis un jour, on s'est dit quand même, ils nous enquiquinent un peu, ces renseignements généraux, alors on va leur faire un petit coup par derrière les fagots. On avait décidé que puisque notre direction nous méprisait en nous laissant dans un silence assourdissant, nous avions décidé d'aller rencontrer notre direction. Si la Gardère ne va pas à la montagne va à la Gardère. Donc, avec des camarades cégétistes de la région de Dijon, puisque notre direction elle est à Dijon, on s'est dit, on va aller investir les bureaux. On va s'inviter. On va provoquer une négociation. Et là, les renseignements généraux, mon téléphone sonne, où est-ce que vous êtes? On aura un peu de retard. À un moment donné, on était en train de chanter dans les bureaux de la direction. On était une cinquantaine. 11h, deuxième SMS, vous êtes où? On aura un peu plus de retard. Et ça, jusqu'à 2h, je pense que vous pouvez rentrer, nous ne passerons pas au piquet aujourd'hui. Donc, on s'est pris les renseignements généraux à Dijon, parce que quand même, ils ont vite fait le lien, que si nous n'étions pas à Foucheran, on devait bien être quelque part, quand même. Et c'est là que, dans les bureaux de la direction, on a une direction qui est pour le dialogue social, qui adore les syndicats. Ah oui. Ah oui. Sauf la CGT. Et puis qui nous a dit, on cherchait notre directeur, tout simplement, on voulait le voir, on ne voulait pas lui faire de mal, on voulait le voir. Bon, on était 50, on était plus 5 que 7, on était 50. Là, je comprends qu'il ait pu avoir peur. 50 avec des cégétistes expérimentés, costauds, pacifistes, hein. On chantait, c'est la lutte finale, le combat, on y va. C'était sympa. Et notre directeur dit, je ne viendrai. Alors, au départ, il n'était pas là. Et puis après, il nous a dit, je ne viendrai que si les gros bras cégétistes sortent. Bon, les copains, s'il vous plaît, sortez. Comme ça, on va essayer de le voir au moins. Puis finalement, on a su qu'il était caché dans un bureau. Toilette. Alors, on a essayé de négocier. À 7. Et puis notre directeur nous disait, non, nous ne vous augmenterons pas de 27,95 € net par dimanche. On se battait pour 27,95 € quand même, hein. Par principe, je ne vous le donnerai pas. On l'a regardé, on lui a dit par principe, on va continuer la grève. On lui a même proposé de reprendre l'établissement en scope, qu'on saurait le gérer, nous. Puis on y va, et puis on lui dit, pour 1 € symbolique, si vous nous laissez les murs, on y va. Il fait peut-être pas 1 € symbolique. Alors les copines et moi, on lui a répondu, 27,95 € par gréviste, on devrait pouvoir trouver. Il n'y a pas eu. Donc on a continué la grève. Puis on allait être acté chez nos collègues des autres opalines. Et puis là, quand on est allé tracter, on avait nos RG qui nous suivaient toujours. On était sages, hein, mais vraiment très très sages. On n'a pas réussi à faire venir nos collègues des autres opalines. Parce qu'il y a 3 opalines dans le coin, dans le Jura. On n'a pas réussi. On n'a pas réussi parce qu'elles n'avaient pas les mêmes conditions de travail. Chaque établissement est différent. Et on n'a pas réussi non plus parce qu'elles ont eu des pressions telles qu'elles ont eu peur. Mais des pressions, c'est même aller voir leur profil Facebook. C'est surveiller les profils Facebook quand même. Hein.
S'il y en avait une qui relayait notre mouvement, c'était direction, le bureau de la direction. Donc c'était très compliqué. Alors on s'est dit, à 3 mois de grève, qu'est-ce qu'on fait? En 3 mois, on a vraiment ce coup-là, on n'a encore plus rien à perdre. On a dit, puisque le directeur ne veut pas bouger, on va aller voir nos actionnaires. Et on a fait 2 équipes. Il y en a une qui est partie vers Beaune et l'autre qui est partie vers Montbéliard. Puis on est allé directement aux propriétés privées de nos actionnaires. Évidemment, ils n'étaient pas là. Mais c'est pas grave, on leur a accroché des belles banderoles. Donc quand ils sont rentrés, ils ont su qu'on était passé. Et puis, à un moment donné, la lutte a été très très relayée par les journaux locaux. Je ne vous ai pas amené le pressbook, mais c'est des articles énormes. Et puis on a réussi à joindre une journaliste qui a fait que ça a été une déferlante médiatique après. Une déferlante médiatique. Cette journaliste, et je crois que je la remercierai jamais assez, c'est Florence Aubenas. D'accord? Avec qui je vais dans une école le 13 décembre, justement pour parler de la lutte. Et elle nous a fait un article dans Le Monde qui a permis d'ouvrir un débat, et ça sera notre plus grande victoire. Notre plus grande victoire. C'est qu'en France, aujourd'hui, grâce à Florence Aubenas et la lutte des opalines de Foucheran, le débat public est ouvert. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne regarde plus les situations des personnes âgées dans les EHPAD par des meurtrières, mais par des grandes portes. Et on ne regarde plus les conditions de travail des soignants par des meurtrières, mais par des grandes portes. Aujourd'hui, la libération de parole des soignants, elle est là. La mobilisation des soignants, et je passe un bonjour à des collègues parce qu'ils sont en grève aujourd'hui à Lille, dans un EHPAD, les soignants se mobilisent. Alors je vous dirais que le nombre fait force. Puis finalement non. Parce qu'on était 7. 7. Donc le nombre ne fait pas forcément force. C'est la détermination qui fait force. C'est ce en quoi vous croyez qui fait force. Ce sont les valeurs que vous défendez qui fait force. Alors vous vous battez pour des combats communs. Pas forcément des valeurs communes, mais des combats communs. Et ça, c'est possible. C'est possible à partir du moment où on a envie de croire en ce que l'on fait. Nous avons pris des risques énormes. On s'est mis en danger. Et on a gagné. Ça, la plus grande victoire, c'est le débat. La deuxième victoire, moi j'en suis fière, mes collègues aussi, c'est qu'au début de la grève, on nous avait dit « vous n'aurez rien ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais ». On a eu quelque chose. Ils ont déboursé des sous, ces actionnaires. Pas grand-chose, 450 €. C'est rien dans leur fortune. Mais le symbole de gagner une lutte de classe. Ils ont lâché quelque chose. On ne l'a pas fait pour l'argent. On l'a fait pour dénoncer des conditions de travail. Avoir du personnel supplémentaire. On a eu 2 embauches supplémentaires. Ça, on les a eu. On a eu le débat public. On a eu 450 €. Par personne? Par personne? Par mois. Par mois. Par personne, non, pas en une fois. Une fois 450. Une fois. On a eu aussi 3 semaines de congés payés qui ont été rajoutés. 3 semaines de congés payés rajoutés. Chaque année. Cette année-là. Non. Cette année pour l'instant. Puisque nous, on rentre dans des élections, là. Donc après, ça va être nos délégués qui vont aller négocier. Mais quand vous imaginez qu'à 5 jours, on vous dit vous n'aurez rien ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais, et que vous leur faites débourser quelque chose, là vous êtes contente. Mais c'était 450 € une prime pour tous les travailleurs. Ah, ils n'ont pas voulu pour tout le monde. C'est quoi cette prime? C'était une prime pour les grévistes. Récompense pour la grève. Ce qui permet de diviser. Oui, Encore une fois. Et nous, on a
essayer d'avoir quelque chose pour nos collègues de l'intérieur. Et elles ont eu quelque chose. Vraiment. Elles ont eu quelque chose. Alors ça a été fait, c'est là où je vous dis que les directions sont perverses. C'est le discours. Il y a deux discours possibles avec un employé. Soit on lui dit, nous grévistes, nos collègues non grévistes, on va les voir, puis on leur dit, grâce à la grève, vous avez eu cette petite prime. Et la direction, elle a dit, pour bons et loyaux services pendant la grève, vous avez cette prime. Et les discours. Donc après, c'est à nous de venir les voir, d'aller discuter avec elles, et de leur dire, effectivement, la direction vous a donné un langage, mais c'est un langage de direction. Aujourd'hui, réfléchissez, prenez conscience. S'il n'y avait pas eu cette grève, vous n'auriez jamais eu cette petite prime. Donc ce n'était pas pour bons et loyaux services, c'est parce qu'il y a eu la grève. Et par ce biais-là, on arrive à ce que les copines, elles vous regardent différemment. Je disais ce matin qu'il faut aller voir nos collègues, il faut aller discuter les délégués syndicaux, mais même pas forcément les délégués, c'est chaque individu, chaque personne doit aller voir son collègue et discuter. Évidemment, quand on est délégué syndical, on va aller le voir et puis on va lui dire hé camarade, viens, on va discuter. Viens, tu vas me dire ce qui ne va pas. Viens, on va juste voir un peu ce qu'on peut faire pour t'aider. Et après, le syndicat arrive pour aider. Mais si on veut bien faire comprendre aux gens ce que c'est que la lutte, le syndicalisme, et ce qu'est notre travail de syndicaliste, il faut le comprendre. Et pour comprendre quelqu'un, il faut l'écouter d'abord. Il faut vraiment l'écouter. Il faut le prendre avec tout ce qu'il a à lui, toute son histoire, toute son émotivité, tout. Et aujourd'hui, si on va voir les gens, et je pense que c'est la condition sine qua non pour que les luttes elles puissent être gagnantes, il faut aller discuter avec nos collègues. Nos collègues ne sont pas nos adversaires, je le répète. Nos collègues sont nos collègues et c'est avec eux qu'on travaille. Et c'est nous qui sommes finalement la richesse. N'oubliez jamais que c'est nous la richesse des patrons. Sans nous, ils ne sont rien. Nous sommes la richesse. S'ils n'ont pas leurs petites mains pour travailler, ils sont quoi? C'est pas eux qui vont aller enfiler des blouses pour faire des toilettes. Hein. Moi, j'ai jamais vu mes actionnaires venir faire des toilettes. Hein. Donc, la force de l'ouvrier, elle existe. Nous sommes une force. Et, ce sera la dernière phrase de mon livre. On a commencé à 5, puis 13, puis 11, puis 7, et on a fini à des milliers. Aujourd'hui, moi, dans ma boîte aux lettres, j'ai des soignants qui m'envoient des tas de courriers pour me dire « Vous avez réussi ?» Oui, on a réussi. On peut y arriver. La lutte, elle est payante. Elle n'est pas payante dans une espèce sonnante et trébuchante, mais au final, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Est-ce qu'on veut que de l'argent? Non, on veut des meilleures conditions de travail. Aujourd'hui, quel sens on veut donner aux soins? Le soir, on avait 3 minutes 41 pour coucher des personnes âgées. Vous les jetez dans leur lit. Vous êtes maltraitant. Obligatoirement, mais parce qu'on ne vous laisse pas le choix. On ne vous laisse pas le choix. Donc, mobilisez-vous. C'est vous, aujourd'hui, les représentants de ces voix silencieuses que sont nos personnes âgées. Ce n'est pas eux qui peuvent le faire. Amenez les familles avec vous. Faites-les participer. Parce que les familles, elles ont besoin de vous. Elles ont besoin de vous et vous avez besoin d'elles. Il faut aussi amener les citoyens. Vraiment. Parce que tout le monde se sent concerné. C'est pas... Vous savez, on avait une phrase aussi à la fin de chaque manifestation et je leur disais aux gens demain, c'est pas moi qui vais rentrer en EHPAD. C'est pas toi qui vas rentrer en EHPAD. Vous, peut-être un peu plus tôt que moi. Je suis désolée. Mais citoyens, réveillez-vous. Hein, parce que vos anciens, ils ont besoin de vous. Voilà comment on finissait nos manifestations. Réveillez-vous, c'est maintenant. Indignez-vous, c'est maintenant. Demain, c'est trop tard. C'est pas quand nos anciens seront partis. Hein. C'est ça que vous voulez qu'on laisse à nos enfants? Quel sens on veut donner à la société demain? Je vous entends parler de
votre groupe de travail et toute cette transversalité des choses. Ouais, quelle société on veut pour demain? On peut pas laisser faire ça. C'est pas moral, c'est pas digne, et ça dépasse même le clivage syndical. Ça dépasse le clivage syndical, ça dépasse le clivage politique. Parce que c'est notre vie demain. Donc mobilisez-vous. Faites. Et on peut y arriver. Merci Anne-Sophie.